Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de dimanche consacrée à la rétrospective de la semaine. Avant tout, les titres. Le sommet de Kampala a de nouveau échoué à définir les contours de la force neutre à déployer à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Cette troisième rencontre en 2 mois consacrée à la crise en RDC s'est transformée en un mini-sommet. Seuls 3 chefs d'État ont répondu présents et le communiqué final de la réunion n'apporte que peu d'éléments sur la future force. Dans la semaine, l'actualité a été dominée notamment par le retrait des soldats rwandais du territoire de Rutshuru dans le nord Kivu. Le gouvernement congolais a de nouveau accusé le Rwanda d'exfiltration de ces éléments pour appuyer le M23. Dans l'opinion, la polémique à ce sujet était plus que vive. Dans la foulée, la Grande-Bretagne décide de reconsidérer sa position vis-à-vis du Rwanda. Londres reprend à moitié son soutien à Kigali après une brève suspension. Un volte-face très critiqué par Kinshasa qui regrette ce revirement des autorités britanniques. Enfin, la semaine a été également marquée par la rentrée des classes. Les Bleus et Blancs ont renoué avec le chemin de l'école. Cette fois, il n'y a pas eu de grève des enseignants, mais les élèves se sont fait rares dans plusieurs écoles de la capitale. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à la télé républicaine. Un nouvel échec à Kampala. Le nouveau sommet des chefs d'État des Grands Lacs sur la situation dans l'Est de la RDC n'a pas abouti à des avancées concrètes au sujet de la force neutre à déployer à la frontière avec le Rwanda. Cette troisième rencontre en 2 mois consacrée à la crise en RDC a confirmé l'impasse tant redoutée. Le communiqué publié à l'issue de la réunion de samedi apporte encore peu d'éléments sur la future force. Tout juste indique-t-il qu'elle serait déployée sous un mandat de l'Union africaine et des Nations unies. Un groupe de 4 pays, notamment le Kenya, l'Angola, la République du Congo et la Tanzanie, ont été chargés de faire une présentation devant l'Union africaine de sa mise en place. Et la CIRGL demande à nouveau à ses ministres de la Défense de se retrouver très vite pour travailler à l'opérationnalisation de la force internationale neutre en vue de la déployer dans un délai de 3 mois. Notez que seuls 3 présidents ont répondu présents à l'invitation de leur homologue ougandais Yoweri Museveni. Il s'agit de Joseph Kabila de la RDC, le Tanzanien Jakaya Kikwete et le Sud-Soudanais Salva Kiir, dont le pays n'est encore qu'un futur membre de la CIRGL. Paul Kagame, dont le pays est accusé d'agresser la RDC, dont sa partie Est notamment, a préféré sécher cette réunion. Comme pour le premier sommet, Kampala 2 a échoué donc à apporter des avancées concrètes sur la mise en place de la force internationale neutre. Pour plusieurs observateurs, les choses étaient déjà mal parties au niveau des experts. Le couac serait venu de Kigali qui, selon les experts congolais de la défense, refusait toute implication de l'ONU au sein de la force. Les détails dans ce commentaire. Le ton a été donné dès la réunion préparatoire qui s'est tenue hier jeudi dans la capitale ougandaise. Les experts congolais de la défense accusent leurs homologues rwandais de refuser l'examen de la proposition des ministres de la Défense des Grands Lacs qui découle de la réunion en août dernier à Goma. Lors de cette rencontre, les patrons de la défense de la CIRGL avaient décidé de l'implication des Nations Unies et de l'Union africaine dans la force neutre qui doit être déployée entre la RDC et le Rwanda pour lutter contre les groupes armés actifs dans cette partie du continent. Ils avaient également décidé que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC ne devaient pas faire partie de la dite force avant d'en définir la taille, soit 4000 hommes, et les principales zones de déploiement, notamment Beni, Rwenzori, Walikale et Masisi. Mais comme lors de Kampala 1, c'est encore le Rwanda qui est à l'origine du blocage. Selon les représentants congolais, Kigali voudrait que l'on se penche plutôt sur le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que sur le centre conjoint de fusion des renseignements. En fait, Kigali n'a jamais digéré que l'on déploie une force internationale à la frontière sans qu'elle n'en fasse partie. Voulant faire croire qu'elles sont une partie de la solution plutôt que le problème, les autorités rwandaises refusent toute implication des forces de l'ONU.
On se rappellera que dans son interview accordée à la journaliste belge Colette Brackman, le ministre rwandais à la Défense, James Kabarebe, avait déjà dit qu'il ne croyait pas en cette force internationale. Pour les autorités de la RDC, il n'est pas possible de penser à une force neutre sans impliquer la mission onusienne. Comme lors de Kampala 1, les travaux ont débuté par un couac qui risque de persister jusqu'à la fin du sommet. L'on redoute donc un nouvel échec. Le décor semble bien planté pour que ce sommet ne débouche sur une impasse. Et je vous le disais, dans la semaine, l'actualité restait dominée par le retrait des soldats rwandais du territoire de Rutshuru dans le nord Kivu. Le gouvernement congolais a de nouveau accusé le Rwanda d'exfiltration de ces éléments pour appuyer le M23. Et cette question a suscité une vive polémique dans l'opinion. Nous allons d'abord suivre ce point de presse du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, à ce sujet. Réponse du berger à la bergère. Pendant plus d'une heure, Lambert Mende s'est évertué à répondre point par point à ce qu'il qualifie d'allégation du ministre rwandais de la Défense. James Kabarebe, dans une interview accordée au journal belge Le Soir, lie la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais à un accord secret qui existerait entre son pays et la République démocratique du Congo. Des affirmations que le porte-parole du gouvernement rejette en bloc. C'est le Rwanda qui voudrait casser la cohésion de la société congolaise en parlant d'accords secrets. C'est une malice et nous n'allons pas tomber là-dessus. J'invite les Congolais à ne pas tomber dans le piège des personnes qui sont en train de nous agresser. Il n'y a pas d'accord secret. La situation sécuritaire dans l'est du pays, faite des rébellions récurrentes, préoccupe le gouvernement congolais. Une réponse appropriée est en étude pour mettre fin définitivement à ces conflits. Le gouvernement ne doute pas que le sommet de la CIGRL de septembre à Kampala confirmera les avancées significatives enregistrées en vue de la constitution de la force internationale neutre à déployer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est l'option la moins coûteuse en vies humaines pour rétablir la paix et la stabilité dans cette région. Notre gouvernement continue de demander que le mandat de la MONUSCO soit élargi et renforcé et que la composante militaire de la MONUSCO soit réaménagée afin de permettre à cette force internationale, déjà présente depuis plusieurs années dans la région, de protéger plus efficacement les populations civiles, de surveiller et contrôler les frontières avec le Rwanda et de neutraliser les deux principales forces négatives que sont le M23 et les FDLR. L'agression répétée dont la République démocratique du Congo est victime de la part de son voisin le Rwanda oblige les Congolais à adopter une attitude, celle de la résistance, conseille Lambert Mende. Une résistance qui nécessite le soutien de la communauté internationale à travers une action décisive du Conseil de sécurité pour obtenir de l'agresseur un changement de comportement. Ensuite, ce sont des réactions qui sont venues de partout à ce sujet. L'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, l'opposant, a salué l'implication des experts des Nations Unies pour, je cite, les révélations de ce qui était caché au peuple congolais. Son secrétaire général l'a dit au cours du point de presse qu'il a animé jeudi au siège du parti de la commune de Limete. Monulfe Bosso, Maria Boya. Face à la presse locale et internationale, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS dévoile la position de son parti en rapport avec le développement de l'actualité sur la crise à l'est du pays. Bruno Mavungu, comme son parti, s'étonne du retrait des forces spéciales rwandaises basées à Rutshuru depuis 2009. L'UDPS dit considérer que les preuves sont établies sur les accords secrets gérés dans une totale opacité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette attitude compromet dangereusement l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, rappelle le représentant de l'exécutif de l'UDPS. L'on s'aperçoit que pour permettre l'accomplissement de toutes ces forfaitures, l'armée, la police, l'administration et les services de renseignement de notre pays
ont été intentionnellement infiltrés d'éléments étrangers, affublés des grades les plus élevés, avec mission de les mettre en déliquescence, mettant ainsi notre pays dans l'incapacité de se défendre. Par ailleurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social salue l'implication des experts des Nations Unies dans la révélation au grand jour de ce qui était caché hier, la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ce courage des hommes de l'ONU a permis aux Congolais d'éviter la balkanisation du pays. L'UDPS appelle le peuple à la mobilisation pour faire échec à ces projets macabres. Du côté de la majorité, c'est l'ADH qui en a appelé à l'unité et à la responsabilité de la classe politique pour l'Alliance des démocrates humanistes réunis en session extraordinaire vendredi. La priorité des priorités, c'est de bouter l'ennemi hors du territoire national afin de mettre un terme à son plan de balkanisation de la RDC. Compte rendu avec Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. La situation dans l'Est du pays est au centre des préoccupations de toute la nation. À l'Alliance des démocrates humanistes, on appelle à la mobilisation générale. Cette formation politique, membre de la majorité présidentielle, affirme que l'ennemi a été bel et bien identifié et reste connu. Il n'est plus question de tergiverser. Le peuple doit plus que jamais se mettre à côté de son chef pour défendre la patrie. Quand la maison brûle, comme c'est le cas aujourd'hui, la priorité est de bouter dehors l'ennemi dont les visées sur la RDC sont connues, d'éviter de faire son jeu et de mettre en échec tous les plans de balkanisation de la RDC. Joseph Bangakia invite par ailleurs l'opposition politique à se montrer responsable quant à certaines déclarations face à la crise à l'est de notre pays. L'ADH invite le peuple à se mobiliser autour du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dont le patriotisme n'est plus à démontrer, autour des institutions légalement établies et des forces armées de la République démocratique du Congo pour sauver la patrie. L'ADH exhorte l'opposition à se montrer responsable face aux graves événements que traverse la RDC. L'Alliance des démocrates humanistes croit à l'aboutissement pacifique ainsi qu'à une issue heureuse de la crise qui provoque actuellement à l'est de la République. La Grande-Bretagne décide de reconsidérer sa position vis-à-vis du Rwanda. Londres reprend à moitié son soutien à Kigali après une brève suspension. Pour le gouvernement britannique, le Rwanda travaille plutôt pour trouver une solution à la crise dans l'est de la RDC. Ce volte-face, selon le gouvernement congolais, a été décrié à travers un communiqué de son porte-parole et dans l'opinion. C'est la polémique qui a gagné du terrain. Anita Luamboa, Maria Mboya du Merci Sueka. Le soutien financier de la Grande-Bretagne au Rwanda fait débat à Kinshasa, surtout lorsque la Grande-Bretagne laisse entendre que le Rwanda aurait posé des gestes de bonne volonté. Les Kinois redoutent que ce fonds n'aille à nouveau alimenter la guerre dans l'est de la RDC. Une institution comme la MONUSCO montre noir sur blanc que le pays est agressé et que du jour au lendemain, après avoir décidé de supprimer l'aide au développement, que de nouveau, vous reveniez sur votre décision, je trouve ça quand même assez regrettable. Le Congo appartient aux Congolais. C'est à nous de libérer notre pays. Ce n'est pas à la Grande-Bretagne, ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique. Si nous, Congolais, nous ne réagissons pas, nous vivrons ce que nous sommes en train de vivre. Par ailleurs, l'opinion pense que les autorités du pays doivent rester vigilantes. Certains affirment que la Grande-Bretagne n'a octroyé que la moitié de l'aide dont le soutien n'est pas total. Qu'est-ce qui a fait que la Grande-Bretagne renouvelle encore les contrats avec le Rwanda? Qui dit Grande-Bretagne voit les États-Unis d'Amérique. Parce que la Grande-Bretagne, c'est les métropoles des États-Unis. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière la Grande-Bretagne, qui font en sorte que, n'oubliez pas que bientôt là, ce sont les élections qui vont, les élections vont bientôt commencer aux États-Unis. Peut-être ils font ça pour que la RDC finance
les élections comme c'était le cas de la France. À Kinshasa, on craint que les États-Unis emboîtent le pas à leur éternel allié du vieux continent. D'autres encore pensent que cette levée précipitée de la mesure de suspension de l'appui budgétaire au profit d'un pays sur lequel pèsent de lourds soupçons d'agression de son voisin est tout simplement intrigante. Plus d'un observateur, ainsi que l'a précisé le journal Le Potentiel dans son édition de jeudi dernier, redoute que ces fonds n'aillent à nouveau alimenter la guerre dans l'Est où s'effectue à volonté le flux et le reflux des soldats rwandais sous l'étiquette du M23. Je vous propose à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Élisée Bilonda. La nouvelle est tombée comme un coup de massue à travers les rues de la capitale. C'est avec émoi et consternation que l'opinion congolaise a accueilli le volte-face de la Grande-Bretagne qui revient sur sa décision et opte pour la levée de la mesure de suspension des appuis budgétaires de 24 millions de dollars américains à l'encontre du Rwanda. Le gouvernement a été le premier à donner le ton. À travers un communiqué signé par Lambert Mende au Malanga jeudi, le porte-parole du gouvernement condamne avec la dernière énergie l'attitude du gouvernement britannique. On pouvait lire des phrases comme, je cite, « Le gouvernement de la RDC déplore vivement la décision britannique d'alléger la pression sur le Rwanda, une décision qui, bien que partielle, sonne comme une prime à l'aventurisme militariste, à la culture de prédation et aux violations massives de droits de l'homme dont les officiels rwandais sont responsables. » Fin des citations. La question qui est en ce moment sur toutes les lèvres est celle de savoir qu'est-ce qui a changé dans le chef de Kigali et sur le terrain des affrontements pour que Londres s'empresse à faire ce revirement à 90 degrés. Pour des observateurs avisés, l'attitude de Londres en cette circonstance ne fait que renforcer les suspicions d'une certaine opinion sur son implication directe ou indirecte dans le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni avait levé précipitamment le pied sur les pressions diplomatiques exercées sur Kigali afin de le contraindre à abandonner son soutien du M23. Le fond du problème, c'est que ce revirement du gouvernement britannique tombe au moment où le gouvernement rwandais vient d'opérer l'un de ses grands numéros d'opéra à ciel ouvert en prétendant avoir retiré ses militaires du territoire congolais. Le charme de la prestation n'a pas manqué de séduire le partenaire privilégié qui s'en est servi pour revenir sur sa décision de suspension d'aide financière annoncée avec fracas dernièrement. Voilà qui pousse à dire que cette décision de la Grande-Bretagne présage déjà ce que sera l'issue des délibérations du Comité de sanctions des Nations Unies. Sans adopter une position défaitiste, il est quasi acquis que deux membres du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis et la Grande-Bretagne, joueront le rôle d'avocat de Kigali en pesant sur le cours des événements. Lutte contre l'épidémie d'Ebola, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoit un fonds d'environ 2 millions de dollars en vue d'éradiquer cette maladie qui sévit en province orientale. L'annonce en a été faite au cours du point de presse de la MONUSCO mercredi dernier. Fideline Kitumbu, compte rendu. Aucun incident majeur n'a été répertorié à Nituri et même dans la province du Nord Kivu où les M23 n'étaient plus actifs. Par contre, à Dungu, les groupes des LRA y étaient très actifs. Les combats ont été observés à Gungu entre les FRDC et les Mai Mai Rayamutomboki et aussi entre la FDC et le FDLR. Bilan, 23 Mai Mai tués et 7 autres arrêtés. Selon le porte-parole de la MONUSCO, les forces onusiennes poursuivent des opérations conjointes et des patrouilles dans les zones affectées. Pour ce qui est du retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo, le porte-parole de la MONUSCO renvoie la balle au gouvernement. Je ne peux pas vous confirmer ou vous infirmer cette information. Je vous réfère au porte-parole du gouvernement congolais et aussi à la partie rwandaise qui ont communiqué largement sur cet aspect et que ce n'est pas notre rôle, nous, d'arbitrer, d'infirmer ou de confirmer les éléments de cette nature. Quant à la situation humanitaire, un appel de fonds a été lancé par l'OMS afin de mobiliser des millions de dollars américains pour lutter contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola dans la province orientale. Si on regarde la vitesse d'évolution journalière de l'épidémie, on ne peut pas dire que les cas se sont multipliés. Mais ce qu'il y a, c'est que dès que les mesures
la réponse à cette épidémie a été mise en place. Ceci a permis de découvrir des cas qui étaient peut-être dans la population et qui n'étaient pas investigués. Le porte-parole de la MONUSCO a annoncé la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de la sécurité du 9 au 11 septembre en RDC en vue d'évaluer la situation sécuritaire du pays. La CPI renouvelle sa volonté de juger Bosco Ntaganda. Le greffier de la Cour pénale internationale a fait parvenir au gouvernement de la République démocratique du Congo une demande d'arrestation et de remise du chef du M23. Il ne s'agit donc pas d'un second mandat, ainsi que le précise Paul Madidi de la cellule de communication de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Bosco Ntaganda, plus que jamais dans la visière de la Cour pénale internationale. Le général en rupture est réclamé par la CPI pour qu'il réponde de ses chefs d'accusation mis à sa charge. L'information est confirmée par le chargé de sensibilisation des activités de la CPI à Kinshasa, Paul Madidi, rassure que le supposé responsable du M23 sera jugé une fois arrêté, quelle que soit sa nationalité. Le deuxième mandat n'annule pas le premier. Mais ce n'est pas ça l'information aujourd'hui. L'information aujourd'hui, c'est la demande par la Cour pénale internationale à l'État congolais d'exécuter ce mandat d'arrêt-là. De pouvoir arrêter M. Bosco Ntaganda, de le remettre à la CPI, ou alors d'expliquer ce qui empêche, ou les raisons qui empêchent l'exécution de ce mandat d'arrêt. Le général en cavale ne sera jugé qu'une fois arrêté. La Cour pénale internationale, qui ne dispose pas d'armée ni de police, sollicite toujours la coopération des États partis. Bosco Ntaganda ne sera déféré devant la CPI lorsque l'État où il se trouve actuellement acceptera de coopérer. Le Kasaï occidental, encore sans tête, c'est le cas du sénateur Modeste Mutinga. Au cours d'un tête-à-tête samedi avec la presse au Palais du Peuple, l'élu des élus de cette province regrette que la situation perdure depuis 5 mois maintenant environ. Il exhorte la Cour suprême de justice à rendre son arrêt le plus tôt possible dans le litige qui oppose le gouverneur déchu à l'Assemblée provinciale afin de mettre fin à la paralysie politico-administrative dans cette province. Oscar Bakandoa, Chakounian. Devant la presse réunie dans son cabinet de travail, le sénateur Modeste Mutinga plaide pour son Kasaï natal et déplore les divisions tribales et la paralysie politico-administrative qui gangrènent sa province. La situation que traverse le Kasaï occidental à ces jours est considérée par l'élu des élus comme un corps sans tête. Au jour d'aujourd'hui, en effet, le Kasaï occidental ressemble à un corps sans tête. Le gouverneur Kabasouba Bokatulondi a été destitué à la suite d'une motion de défiance votée à l'Assemblée provinciale, tandis que le vice-gouverneur Koumouessa, élu député national en novembre 2011, a opté pour l'Assemblée nationale. Ce vide politique qui perdure menace la sécurité de la province et aggrave la situation socio-économique déjà préoccupante. Puisse la Cour suprême de justice, saisie du litige qui oppose le gouverneur déchu à l'Assemblée provinciale, rendre le plus tôt possible son arrêt en vue de permettre à la province de redémarrer sur des bases saines. Modeste Mutinga Mutushai invite par ailleurs tous les leaders du Kasaï occidental à se mettre ensemble au lieu de continuer de gémir sur les malheurs qui ne cessent de s'abattre sur cette province et propose une voie de sortie. Je propose donc aux leaders politiques et aux élites des districts du Kasaï et de la Louloua une rencontre d'échange qui ne devrait aucunement se transformer en une sorte de tribunal d'inquisition pour juger qui que ce soit. Cette rencontre, à mon sens, devra être l'occasion de décortiquer sans complaisance ni état d'âme les vrais problèmes qui nous empêchent d'arrêter la descente aux enfers de notre province. Pour le sénateur Mutinga, ces échanges pourront constituer une sorte de catharsis collective
susceptibles de délivrer les esprits de l'emprise des rancœurs, des frustrations et des inimitiés accumulées depuis de nombreuses années. Modeste Mutinga a donc accompli sa part des contrats. Il revient à présent à tous les leaders du Kasaï occidental d'accomplir la leur, celle de matérialiser cette initiative salvatrice pour la province du Kasaï occidental. Un ultimatum contre Vodacom et RTL. Le gouvernement reproche à ces deux sociétés de télécommunications la mauvaise qualité de leurs services depuis un moment. Au cours d'un point de presse lundi, le ministre des Postes et Télécommunications a pratiquement sommé les deux principaux opérateurs de la téléphonie mobile au Congo d'améliorer leurs services. Compte rendu, Anita Luamboa, Patia Louba. Les abonnés de différents opérateurs de télécommunications qui opèrent en RDC se plaignent depuis quelque temps de la dégradation de la qualité des services qu'ils reçoivent. Informé de cette situation, Trifon Kinkemulumba s'est résolu d'inviter les représentants des sociétés de télécommunications pour discuter avec eux avant les éventuelles sanctions. Le ministre des PTT a avoué avoir reçu un rapport à mi-parcours du régulateur national qui fait état d'une situation extrême dont souffrent les consommateurs et même les officiels du fait de la mauvaise qualité du service de la téléphonie cellulaire. Tous les opérateurs GSM ont reconnu ces graves problèmes et pris l'engagement d'y remédier. C'est tout le contraire, malheureusement, qui est observé. Selon le relevé provisoire du régulateur, les abonnés RTL qui s'approvisionnent en unités de recharge ne peuvent pas toujours les utiliser. Ce sont des préfinancements que consent le public pour des services non rendus. Du côté des opérateurs, rien à dire. Ils ont préféré s'abstenir de commenter la décision du gouvernement. Il y a beaucoup à dire, mais à ce stade, on ne communique pas. C'est un manque à gagner, la mise en demeure que le ministre vient de dire là. S'il vous plaît. Kinkemulumba est ferme. La communication est un droit reconnu à tout être humain et affirme que le gouvernement est dans l'obligation d'assurer la régulation, surtout en ce moment où le pays s'apprête à accueillir le 14e sommet de la francophonie. Notre pays reçoit le 14e sommet de la francophonie. La RDC, notre pays, s'apprête donc à accueillir des chefs d'État et de gouvernement, des ministres ainsi que d'autres visiteurs de marque. Le gouvernement de la République doit s'assurer des standards internationaux atteints plus précisément dans ces secteurs clés. Selon la loi cadre du 16 octobre 2002 qui régit le secteur des télécommunications, le ministre a le pouvoir de sanctionner tout opérateur qui tombe sous le coup de la loi. Le ministre des PTT a fait une mise en demeure à RTL et Vodacom qui risquent de se voir retirer leur licence de concession si dans le délai convenu, ils n'obéissent pas aux ordres du gouvernement. 14e sommet de la francophonie, les travaux connaissent un coup d'accélérateur. Pour en avoir le cœur net, le ministre des Infrastructures et son collègue des Transports ont effectué ce week-end une visite sur les différents sites qui devront abriter ces assises. Les deux membres du gouvernement se disent plutôt satisfaits de l'avancement des travaux sur le terrain. Élisée Bilonda. Cette ronde commence par le pont Mondjiba. Fridolin Kassochi-Moussoka et Justin Kalumba Mwanangongo suivent avec attention les explications du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Médard Ilunga Mwamba. Ce pont en béton d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars américains, d'une portée de 40 mètres, il devrait permettre l'élargissement de cette artère qui relie le centre-ville à la place Kintambo Magasin. De là, la délégation atteint l'avenue de la Libération ex-24 novembre en passant par Kintambo Magasin. Les travaux vont bon train. La pose du deuxième tapis d'enrobé se poursuit. Au Palais du Peuple, un des sites retenus pour abriter les travaux du 14e sommet de la francophonie, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction et son collègue des Transports et Voies de Communication veillent aux plus petits détails. Tout sera bientôt en ordre. Ils peuvent se dire satisfaits de l'avancement rapide des travaux, tout comme au village de la francophonie, situé au stade des Martyrs. À la boucle d'échangeurs, les travaux évoluent normalement. On peut y observer la pose de camps cassés.
Point de chute, l'aéroport international d'Ndjili. Fridolin Kassoshi-Moussoka et Justin Kalumba Mwanangongo se rendent compte eux-mêmes de l'évolution des travaux. De l'aérogare jusqu'à la salle des visites, la délégation, accompagnée du directeur général de la Régie des voies aériennes, Abdallah Bilengue, ne peut que se réjouir de voir comment la destruction des épaves d'avions se poursuit. Le tout pour assainir l'aéroport. Ce travail s'est fait par le gouvernement, avec les structures dépendant du gouvernement, des sociétés privées, mais il faut aussi l'implication de la population parce que le développement d'un pays, ce n'est pas l'affaire des dirigeants, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous sommes heureux de constater que nous sommes en train d'aller résolument vers les résultats que nous sommes assignés. Voilà, d'ici quelques temps, peut-être 2 semaines, il n'y aura plus d'épave d'avion dans cet espace. Donc voilà un résultat qui aura été atteint. Et ça, c'est le message le plus important parce que le gouvernement est un gouvernement des missions et des résultats. Ces travaux amorcés à travers la capitale prennent la vitesse de croisière en marge du 14e sommet de la francophonie. Je vous le disais, dans l'actualité cette semaine, on a également noté la rentrée des classes. Les Bleus et Blancs ont renoué avec le chemin de l'école depuis lundi 3 septembre dernier, et ce, à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette fois, il n'y a pas eu grève des enseignants. Le Premier ministre et le ministre de l'EPSP qui ont fait la ronde de quelques écoles de la ville de Kinshasa s'en sont bien rendus compte, ainsi que nous le disent Rosa Wazi et Doudou Ndombe. Le gouvernement congolais, qui fait du secteur de l'éducation une priorité des priorités, ne laisse rien au hasard. Le Premier ministre est descendu lui-même sur le terrain pour donner le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire. Accompagné pour la circonstance par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et du ministre de tutelle, Maker Mwangu Matata Pogno, s'est rendu au campus scolaire Ngwanza dans la commune de Kimbanseke. Le chef du gouvernement s'est rendu compte par lui-même de l'effectivité de la rentrée de classe. Le Premier ministre s'est dit satisfait avant de rassurer que la rentrée a eu lieu sur l'étendue de la République, sauf au Nord Kivu. Et nous avons constaté que les élèves sont dans la classe et les enseignants sont dans la classe. Donc c'est une rentrée effective et réelle. Il y a quelques petits problèmes au niveau de la province du Nord Kivu où la rentrée n'a pas été intégrale. Tout simplement parce que dans les territoires occupés, il y a quelques salles de classe qui sont en fait occupées dans le cadre des effets négatifs de la guerre. Matata Pogno a en outre affirmé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour privilégier l'éducation puisqu'elle contribue au développement du pays. Il a promis des financements conséquents pour le secteur de l'éducation. Au collège Saint-Modeste à Kinkole, par contre, les activités scolaires ont effectivement repris lundi. Enseignants, élèves étaient tous au rendez-vous pour entamer la nouvelle année. Présente sur les lieux, la promotrice de cet établissement scolaire, Mariquette Moutinga, a exhorté tous ses collaborateurs à cultiver un esprit d'excellence pour la réussite de l'enseignement de qualité. Je vous laisse découvrir les retrouvailles des élèves de la vacation matin à travers ce reportage. Après 2 mois de vacances méritées, le collège Saint-Modeste se remet au travail. Accompagnés de leurs parents, les élèves gagnent petit à petit la cour de l'école. Leur est aux dernières recommandations des parents à leurs enfants, question de les conscientiser. Surtout pour les petits bambins qui foulent pour la toute première fois le sol de l'école. De leur côté, les enseignants et autres administratifs sont aussi joyeux de se retrouver et de reprendre du service. Il faut dire qu'ici au Collège Saint-Modeste, l'esprit de collaboration et de règles. En témoignent ces allées et venues des élèves auprès de la promotrice. C'est un nouveau voyage qui vient de commencer pour cet établissement scolaire qui se bat pour gagner sa place dans la cour des grands. Après quelques moments de causerie, sans doute pour ressasser les souvenirs des vacances, le moment tant attendu est arrivé. Alignés, tout beau et tout propre, les élèves accueillent dans l'allégresse le mot de la promotrice Mariquette Moutinga. L'essentiel de la brève communication de ces jours porte sur la parfaite collaboration
que nous devons tous imprimer afin que la qualité de l'enseignement à offrir à nos élèves soit à la hauteur des attentes, aussi bien de la politique éducationnelle nationale que de la vision globale du Collège Saint-Modeste. Car l'enseignement fondamental obligatoire aux enfants en âge de scolarité est parmi les objectifs du millénaire pour le développement. Bonne rentrée scolaire 2012-2013. Un enseignement de qualité, c'est ce dont ces élèves ont besoin. Les enseignants, conscients du souci de l'initiatrice de voir les partenaires du système éducatif remplir leur mission, promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes, comme pour dire qu'ici au Collège Saint-Modeste, on est bien décidé à aller de l'avant. Voilà qui vient mettre fin à ce journal, Madame, Monsieur. Merci de avec la télé républicaine pour la semaine qui va commencer. Au revoir.